Bonjour, chers conspirés, et je suis votre frère Bertin Bahaya. Nous venons pour parler du BRICS. Je vous avais promis que je suivrais l'événement pas à pas. Oui, j'ai suivi, mais je n'avais pas le temps de faire une vidéo. Mais j'en fais aujourd'hui, c'est déjà fini le sommet du BRICS. Comme je vous disais, c'était le sommet de la rupture ou de la mort. La mort du système qui était là avant, de rupture avec le passé. Le passé, c'était la dominance américaine et maintenant, c'est la dominance chinoise. C'est la Chine qui prend l'avance. Est-ce que la Chine en est encore au même stade que les États-Unis? Non plus, parce que les Américains, eux aussi, n'ont pas eu la même puissance du jour au lendemain. Ils ont tissé ça de fil en aiguille au fil du temps. Seulement, les Chinois, ils vont à vive allure. C'est vraiment très très vite que tout se passe. Alors vous qui êtes très jeune, vous aurez la chance d'avoir vécu le début du BRICS et l'avancée du BRICS. Vous aurez vécu le début de la chute du G7. Le G7 va exister encore pendant longtemps et va faire beaucoup de problèmes au BRICS parce que le BRICS n'a pas encore le même l'ossature que a le G7. Le G7 a une branche armée qui est l'OTAN, a une branche spirituelle qui est le Vatican, a une branche financière qui est London City. Mais le BRICS en est presque à ses balbutiements, donc c'est quasiment un bébé qui vient de naître aujourd'hui, mais un bébé qui naît en courant. Pourquoi? Quand le BRICS a commencé, c'était en 2006. En 2006, trois pays en parlent. C'est la Russie, l'Inde et la Chine. Ça a été une raillerie de tous. On a ri, on s'est moqué d'eux comme vous n'en avez pas idée. Puis, le Brésil s'est ajouté. On a ri, on a rigolé jusqu'à se revirer de bord par terre. L'Afrique du Sud s'est ajoutée. On a vu que ça commençait à prendre du poil de la bête, mais se disait, mais ça n'ira nulle part. Hein? Il n'y a que Vladimir Poutine d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire? La Chine est en train de le rouler dans la farine. On disait n'importe quoi. Et comme ils avaient déjà un plan de démantèlement de la Russie et la mort de la Russie, et qu'ils avaient déjà tout monté de fil en aiguille, ils étaient sûrs que la Russie va disparaître. Alors ils avaient peur de rien. Ils riaient. En ce moment-là, on parlait du BRICS partout. Et on en faisait vraiment une raillerie. En 2014, on fait un coup d'État en Ukraine. On sort le président qui voulait avoir de bonnes relations avec la Russie. Et on met quelqu'un qui est beaucoup plus hostile à la Russie. Et on commence à former l'armée ukrainienne, on commence à l'équiper jusqu'aux dents. Toutes les armées occidentales, incluant mon Canada si vous voulez, ont été en Ukraine pour former les Ukrainiens. Donc chaque division ukrainienne avait un pays du G7 ou un pays occidental qui formait cette division-là et qui lui donnait toutes les armes, dernière technologie. En 2022, le jour où le bon vieux Vladimir, déclare que ses troupes franchissent la frontière pour entrer en Ukraine, l'Ukraine était la première puissance militaire en Occident après les États-Unis. Je ne vous mens pas. Toutes les batteries de défense aérienne, tous les navires de guerre de défense côtière et de gros navires de guerre des Occidentaux étaient là-bas. Toutes les armes anti-chars étaient sur place. C'était une armée incroyablement puissante. Elle était même plus puissante que celle de la Russie. Mais les Russes n'avaient pas de choix.
c'était du tout pour tout, car les Américains étaient là. Et quand les Russes ont franchi cette frontière-là, c'était 3 jours, juste 3 jours avant la lancée des opérations des Occidentaux contre la Russie. Et chose qu'ils ont fini par faire plus tard, quand ils sont entrés dernièrement en course, cette ville-là russe qu'ils ont envahie. En fait, c'était là leur but premier, mais ça a été court-circuité par Vlad. Quand je dis Vlad, vous comprenez, c'est le président russe Vladimir Poutine. Mais en ce moment-là, ils ont continué à travailler, je parle, les 5 du BRICS ont continué à travailler dans l'ombre. Ils mettaient les structures comme ça se fait. Imaginez-vous les structures d'un État normal. Les finances, l'économie, la défense, la culture, la condition féminine, je ne sais pas, la santé, la police, tout ça. Ils ont commencé à tisser ce genre de structures-là, petit à petit. Mais ils ne mettaient en exergue que le côté économique du BRICS. Mais ces gens-là n'avaient pas encore peur du BRICS, parce qu'ils ne voyaient pas ce que ça allait donner. D'autant plus qu'ils allaient détruire la Russie. Qu'est-ce que la Chine allait faire d'elle-même? Ils comptaient sur le conflit entre la Chine et l'Inde. Ils savaient que la Chine et l'Inde vont s'entremanger, ils vont armer l'Inde jusqu'aux dents, ils vont pousser l'Inde à attaquer la Chine, ils vont pousser Taïwan à devenir leur Ukraine là-bas. Donc ils avaient tout monté et tout était prêt. Mais, vous savez, il y a ce qu'on appelle la paix de braves. Quelquefois, certains dirigeants sont capables de dépasser leur propre estime de soi, ce qu'on aime appeler ego, leur propre orgueil, afin de mettre les intérêts de leur pays en avant. Ce qui fait que l'Inde et la Chine, sans faire beaucoup de bruit, ont commencé à négocier. Évidemment, le vieux Vlad est aidé dans tout ça. Et il y a quelques jours, ils ont enterré la hache de guerre. Ça a été une catastrophe pour les Américains. Ça a été une catastrophe au point où les Américains en sont tombés malades. Ils disaient, mais qu'est-ce que l'Inde vient de faire? Est-ce que l'Inde pense que ça n'est fini? Elle va avoir des problèmes. La Chine, on ne peut pas croire à la Chine. La Chine n'a jamais attaqué un seul pays. Non. La Chine est intervenue en Corée du Nord pour aider la Corée du Nord à la demande de la Corée du Nord. La Chine est intervenue en Corée du Sud pour aider la Corée du Sud qui demandait de l'aide. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Non. La Chine est intervenue en Corée du Nord pour aider la Corée du Nord qui en faisait la demande. Et puis, elle est intervenue au Vietnam, quand le Vietnam du Nord, le Vietnam de Viet Cong, avait demandé de l'aide de la Chine. Sinon, la Chine n'attaque personne. Et d'ailleurs, si la Chine s'était engagée dans la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elle se battait contre les Japonais qui l'avaient assiégée pour plusieurs décennies. Et vous connaissez comment les Vietnamiens ont fait un carnage des Chinois, exactement ce que le Rwanda fait à nous. Donc un jour, le Rwanda va s'étonner. Nous allons nous aussi faire ce que nous devons faire. Aujourd'hui, le Rwanda a le vent sous les ailes. Le Rwanda est en train de voguer. Il est content de faire tout ce qu'il fait. Mais surtout maintenant que la République démocratique du Congo, selon ce que j'ai vu dans un communiqué du BRICS, que la République démocratique du Congo a émis un intérêt à se joindre au BRICS. Juste un intérêt. Elle n'a pas fait la demande, comme d'autres pays. Il y a plusieurs pays qui en ont fait la demande, incluant l'Ouganda. L'Ouganda a fait la demande. Le Zimbabwe a fait la demande. Plusieurs pays ont fait la demande. Le Congo n'a pas fait la demande. Notre Congo, la RDC, n'a pas fait de demande, mais a juste exprimé un intérêt. J'espère c'est parce qu'elle ne veut pas se mettre dans plus de marde
plus de merde qu'un l'année aujourd'hui. Je dis marde, vous comprenez, hein, au Canada. On ne dit pas la merde, on dit la marde. Alors, je pense que c'est pour ça que Fachi, il va tout doucement. Parce qu'il ne veut pas qu'on le rentre dedans tout de suite. Parce qu'il n'est pas protégé. Et s'il n'est pas protégé, c'est sa propre faute. Parce que nous aussi, on pouvait avoir un lion qui est là pour nous, pour nous aider à nous battre. Mais on est seul. On est seul parce qu'on veut continuer à faire des beaux yeux aux Occidentaux qui ne veulent pas de nous. Imaginez-vous quand une femme sait que son mari ne l'aime pas et que son mari aime la femme d'à côté. C'est là que son mari passe ses soirées, c'est là que va son salaire de fin de mois. C'est là qu'il va se laver, prendre son petit déjeuner. Mais la femme continue à courir après son mari, la supplier. Le mari la frappe, lui arrache les dents, lui crève un œil. Elle continue. C'est ce que nous faisons avec les Occidentaux. Ils nous crèvent non seulement un œil, mais deux œils. Ils nous ont déjà assourdi une oreille. Ils nous ont déjà entaillé la peau partout, des coups de blessures. Ils ont tué nos enfants, 15 millions. Mais nous continuons à lécher leurs fesses. Je ne sais pas. Perso, je ne le ferai pas. Je ne suis pas président de la République, c'est le président Tshisekedi qui sait ce qu'il fait. Moi, je ferai les choses autrement. Je ferai comme a fait le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Vous me poignardez dans le dos, je tourne le dos, je vais vers ceux qui veulent m'aider. Un point, c'est tout. Mais il fait les choses autrement, je ne sais pas pourquoi. Attendons voir les résultats. Mais à l'est, ça va mal. À l'est du Congo, ça va très mal et ça va aller de plus en plus mal. L'armée congolaise est truffée, infectée de gens qui vendent le plan de match et qui vendent le pays aux étrangers. Les quelques éléments que Tshisekedi a formés, qui sont en train de se battre pour de vrai, pour sauver le pays, et avec quelques éléments d'anciens gouvernements, mais qui sont vraiment voués pour la cause du pays, ils sont en minorité. C'est pour ça que le Rwanda est heureux, d'autant plus que les Sukhoi ne montent plus. Les Sukhoi, on ne pouvait pas aller corrompre un seul pilote qui vient larguer les bombes pour tuer les assaillants. Alors, on se fiait sur ceux qui sont sur terre, par terre, et qui sont corrompus jusqu'à l'os. Maintenant que nos Sukhoi ne montent plus, parce que les Occidentaux ont équipé le Rwanda des moyens d'empêcher nos avions de monter, et que si les avions montaient, ils vont se faire carnarder. Voilà, le Rwanda est en train de voguer comme il veut. Et quand je dis le Rwanda, là, ce n'est pas le petit pays, là, d'une grosseur de bouchon de Primus, non, pas du tout. Le Rwanda, c'est le M23. Le M23, c'est un mouvement. Ce n'est pas les quelques Tutsis rwandais que vous voyez là. Non, c'est un mouvement des Occidentaux et leurs amis. Des Occidentaux et leurs amis qui sont là et qui font tout ce qu'ils font là. Donc, on ne peut pas penser que c'est le Rwanda seulement. Il y a l'Australie derrière ça, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, avec tous les autres pays sympathisants ou amis aux Occidentaux, incluant tous les pays occidentaux et leurs parrains, les États-Unis. C'est ça le mouvement M23. C'est un mouvement. Pour que nous, on puisse réussir, nous devons avoir notre mouvement en nous. Et ce mouvement doit comporter des puissants que nous n'avons pas. Nous ne les avons pas parce qu'ils ne sont pas là, mais c'est parce que nous voulons continuer à amadouer
le mari qui fait tout pour faire mal à la femme. La femme, c'est la RDC. Il y a un moment où on se décide. Oui, ça va être difficile. Oui, la femme va se retrouver sans revenu. D'ailleurs, elle n'en a plus depuis que le mari va chez l'autre femme et va se retrouver sans logis. D'ailleurs, la maison est envahie en partie par la voisine, les pays voisins, et tant d'autres conflits qui vont arriver là. La construction du pont en eau profonde, ça va nous créer. Les deux voisins à côté là, qui ont des ports en eau profonde, ne voient pas ça de bon oeil, parce que nous, on dépendait d'eux. Et si on est indépendant, c'est un gros manque à gagner pour eux. C'est une grosse entrée de devises qu'ils vont perdre. Et surtout, le pouvoir qu'ils ont sur nous, parce que c'est eux qui nous nourrissent. Ils vont perdre ça. C'est que ça va être des brèches de ce côté-là. Est-ce que nous avons déjà des hommes pour couvrir ce côté-là? Je ne pense pas. Nous n'avons pas d'effectifs armés pour le faire. Et quel effectif armé? Si on continue à garder ces traîtres qui sont dans l'armée, qui ne sont là que pour voler, dilapider le pays, le saccager et le saboter complètement, tout en portant l'uniforme de la République démocratique du Congo. Et les bons éléments, on ne les voit plus. Car les quelques mauvais éléments font tellement mal à la République. Le président Tshisekedi, peut-être que si j'étais à sa place, j'aurais fui. Il est fort, lui. Hein? Il est fort mentalement. C'est un homme sans pareil. Parce que peut-être moi, je me serais déjà sauvé. Je l'ai dit, je ne suis pas là sur place, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais affronté aussi. Mais j'essaie de me dire, tout ce qu'il connaît là, il faut être quelqu'un qui est prêt à tout. Prêt à tout, incluant céder sa propre vie pour son peuple. Et c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'eux-mêmes s'étonnent. Ils lui ont tout fait. Ce qu'ils n'ont pas encore réussi, c'est de le tuer. Je dis, ils n'ont pas encore réussi ce qu'ils cherchent. Ils pourraient le tuer n'importe quand. Mais ils savent qu'il n'a pas peur de mourir. C'est là le problème qu'ils ont avec lui. Tshisekedi n'a pas peur de mourir. Il pensait qu'il va avoir peur de prendre des avions pour aller les affronter. Il prend des avions pour aller les affronter. Et il pensait que quand il sera dans leur salon, il va chercher les amadoués, il va là-bas, il se chicane avec eux, il s'engueule avec eux. Il se dit, mais qui est celui-ci? Alors, ils se demandent quoi faire, ils ne savent pas. Et ils ne veulent pas en faire un héros. Parce que s'ils le tuent, il devient héros. Ils ne veulent pas faire d'un Tshisekedi héros. Faire d'un Moulouba héros. Ils ne veulent pas qu'un Moulouba puisse devenir héros. Alors, mieux vaut tout faire qu'il échoue, que ça n'aille nulle part, ou peut-être que quelque chose d'autre lui arrive, mais que ce ne soit pas eux, parce qu'ils deviendraient héros. Un Moulouba deviendrait héros au Congo. Et si un seul Moulouba devient héros, 2 autres viendront, 3 autres viendront, plusieurs viendront. Moi, la seule chose que j'ai contre les Kassaïens, en général, parce qu'il n'y a pas que des Balouba au Kassai, il y en a d'autres personnes. La seule chose que j'ai contre eux, c'est de voir qu'ils ne sont pas derrière leur frère, qui est mon frère aussi. Moi, quand j'ai fait le conspiratorium, cette petite chaîne, je n'avais qu'une seule chose en tête, et je l'ai dit dès ma première vidéo, c'est pour soutenir ce président de la République. Rien d'autre. C'est pourquoi vous voyez, quand je n'ai pas vraiment quelque chose à dire, je ne fais pas de vidéo. Parce que je ne veux pas venir vous dire, Kamer a dit ceci aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pendant que vous avez suivi ça sur vos télévisions chez vous. Je ne veux pas vous dire, oh, Viambosso a dit ceci aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Non, vous avez suivi ça. Je ne veux pas vous dire ça. Alors, je ne fais pas de vidéo.
Quand je fais des vidéos, c'est parce que je veux discuter avec vous quelque chose de très loin qui affecte chez nous, ou que ça pourrait être chez nous, mais les ficelles sont tirées par d'autres personnes qui ne sont pas des nôtres. Et là, je vais en parler. Le BRICS s'est achevé aujourd'hui, je pense que vous avez vu. La monnaie du BRICS, vous avez vu la monnaie? Ça, c'est le cauchemar des Américains. Ils voient le dollar challenger, défier sur le terrain où il régnait seul un maître incontesté et incontestable. Et du coup, dans peu de temps, il y a ces autres 3 pays, 4, 5, avec leurs amis qui viennent d'arriver, 13 autres, ils mettent une monnaie là-bas. Vous savez quoi? Il y a une banque aussi. Donc, la Banque mondiale et le FMI ont un concurrent de taille. Parce qu'à eux seuls, 3 pays du BRICS, la Russie, la Chine et l'Inde, 3 pays-là, ils sont déjà plus riches que le G7. Ils sont déjà plus nombreux que le G7. Imaginez-vous, tous les pays du monde, presque tous les pays des Nations Unies, veulent venir au BRICS. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Les Nations Unies tombent. Parce que les Américains ont orchestré une mafia complète, mur à mur, aux Nations Unies. C'est rendu leur instrument de coercition, leur instrument de détruire les autres pays, d'avancer leurs agendas à eux, les États-Unis. Quand je dis États-Unis, comprenez que là-dedans, il y a déjà l'Union européenne et leurs alliés. Les Américains n'ont pas aimé une chose encore, car les BRICS ont réussi à amener le président, le secrétaire des Nations Unies, comment il s'appelle, le vieux là. Il était au sommet du BRICS. Ils ont dit, il ne peut pas nous faire ça. Il ne peut pas vous faire ça, vous qui? Car lui, il est chef des Nations Unies. Et les pays du BRICS sont des pays des Nations Unies. Et ce sont ces pays-là qui l'ont invité. Alors pourquoi il n'irait pas? Il est toujours parmi les pays des Nations Unies. Oh non, il ne peut pas nous faire ça. Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez, oui, c'est lui, le chef des Nations Unies. Il ne peut pas nous faire ça. Vous qui? Vous Amérique? Vous France? Et que dire des autres? Qui était là aussi? Le président turquie, anciennement Turquie, le bon vieux Erdogan. Il était là. Son pays demande d'entrer au BRICS. Son pays est accepté au BRICS. Les Américains disent, oh non, comment tu peux nous faire ça? Tu es de l'OTAN. Non, l'OTAN c'est une branche armée. BRICS c'est une association des pays amis qui veulent seulement faire les finances et l'économie et tant d'autres petites affaires très coquines ensemble. Il ne va pas en guerre. C'est ce qu'il dit. Moi, je ne veux pas en guerre ici. Là où je prends les armes, c'est à l'OTAN. Ici, il n'y a pas quelque chose qui concurrence l'OTAN. Pourquoi vous vous trouvez mal que j'y aille? Vous ne savez pas que je suis aussi un pays asiatique. Ah non, tu es un pays européen. Non, 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 non. Je suis un pays asiatique, moi, Turquie. Ce sont mes frères.
Et d'ailleurs, pour la gouverne des Américains, le vieux Vlad a dit ceci, que le BRICS n'exclut pas l'adhésion des membres de l'OTAN. Les BRICS invitent des membres de l'OTAN aux BRICS. Oh là là, ça c'est un coup de maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez, le Macron avait demandé d'aller assister à la réunion des BRICS en Afrique du Sud. Baloba Kabi, non, va-t'en. Loin de nous, Satan. Mais je sais que dans les coulisses, là, on ne sait pas. Ça se pourrait que la France soit le prochain pays à demander. Mais avant la France, je pense à un autre pays, moi. La Hongrie. La Hongrie va demander l'adhésion aux BRICS. C'est un pays de l'OTAN, de l'Union européenne aussi. Je pense que la Hongrie va entrer là-dedans. Pas seulement la Hongrie, il y a d'autres pays. On ne va pas tout citer ici. Vous le verrez. C'est que l'OTAN, parce que l'OTAN vient de prouver au monde entier que ce n'est pas une force militaire de type de ce que nous on pensait que c'était. Même moi qui ai servi au sein de l'OTAN, je croyais que tout ça va être makasi donc ce qui au meki aux huit derniers de Kibota. C'est ce que je croyais. Parce que j'ai vu l'OTAN à Yougoslavie. Moi j'ai servi en Bosnie. J'ai vu l'OTAN dans le Golfe. Moi j'ai servi dans le Golfe. J'ai vu l'OTAN en Afghanistan. J'y ai été. Et on allait se battre contre qui? On allait se battre contre les pays qui ne pouvaient pas riposter. En Afghanistan, nous ne sommes même pas battus contre une armée, il n'y en avait pas. C'était contre des hommes en babouche et en robe qui portaient des AK-47 déjà rouillés, mangés par la termite. Et ils nous ont infligé une bonne volée. Hein. Nous nous sommes sauvés à la nage. Vous avez vu les avions de transport américains, comment ils se sauvaient nuitamment. Les gens tombaient des avions comme ça, parce qu'ils voulaient s'accrocher à leur vie. Nous avons été en Irak. Avant d'attaquer l'Irak, on avait soumis l'Irak à des sanctions incroyablement difficiles pendant 7 ans, je pense. Le pays était par terre. Les anciennes armes soviétiques qu'ils avaient n'étaient plus entretenues, étaient tombées en panne, et il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Les militaires n'étaient plus payés, ils étaient affamés, le peuple était affamé, tout ne fonctionnait plus, il n'y avait rien qui fonctionnait. C'est à ce moment-là qu'on vient attaquer le pays. Mais avant d'attaquer le pays, on a corrompu tous les généraux de Saddam Hussein. Comme on corrompt les généraux de la RDC aujourd'hui. Alors quand ils sont venus, quand l'OTAN est venu, l'OTAN a juste marché sur l'Irak comme ça. Et nous sommes venus, yes! Tous en macasse. On se gonflait les biceps comme ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés en Libye. Avant cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a amadoué le guide libyen, il a cru à nous, on l'a infiltré jusqu'au bout, on a corrompu tout son monde, son armée, ses politiciens, tout ça, et on l'a attaqué. Le pays s'est écroulé. Nous avons dit, yeah, nous sommes forts. Nous sommes allés en Syrie. Nous avons attaqué la Syrie. Les Syriens se sont battus, mais ils étaient très peu et peu équipés. Ils n'avaient rien. Et nous sommes allés
jusqu'à 15 km de la capitale Damas. 15 km. C'est à ce moment-là que le président syrien, Bachar al-Assad, est allé chez le vieux Vlad. Demandez vieux Vlad. Yako salisanga ko vieux. Bangi bako telangana ndako. Basi bakoti ndako bangi bako tande na chambre à coucher siko. Vieux Vlad a dit bon, vingi la fioti. Azu téléphone, a bengi ba pinga na ye. Alobi une équipe expéditionnaire. Allez, on a envoyé. Il a envoyé juste des équipes expéditionnaires en Syrie. Et ils ont arrêté net la progression de l'OTAN. Bokago, armée islamiste, c'était des soldats de l'État habillés comme ça. Les chefs de commandos anglais, français, belges, canadiens, habillés comme des paysans qu'on appelait des armées islamiques. Mais les Russes les ont arrêtés. Net, tac. Et les Russes ont repoussé tout ce monde-là jusqu'à sauver le pays. Évidemment, aujourd'hui, il y a une partie du pays qui est encore occupée par les Américains. Bon, comme je vous ai toujours dit, les Russes et les Américains ne pourraient pas, ou peut-être ne pourront jamais se faire une guerre ouverte. Il y a eu des accommodations. Les Américains occupent une partie de la Syrie, mais malheureusement, c'est la partie qui contient les richesses pétrolières de la Syrie. Ils sont en train de les exploiter au détriment des Syriens. Mais dans pas long, ça va changer. La Syrie va recouvrer l'entièreté de son territoire. Alors, la Turquie est aussi là-bas. La Hongrie est là-bas. Il y a une armée une monnaie du BRICS, la banque du BRICS. Ne vous étonnez pas, vous allez voir, dans pas long, vous allez voir des déclarations conjointes des autorités russes et chinoises qui disent qu'ils mettent leurs armées ensemble pour faire face à la menace. Ce sera le début de cette branche armée du BRICS. L'Inde joue encore entre l'Occident et le BRICS, donc le G7 et le BRICS, les États-Unis et le BRICS. L'Inde joue des deux côtés. Mais à un moment, l'Inde verra que de l'autre côté, chez les Américains, quand ça commence à boiter, l'Inde va basculer complètement et 100% du côté BRICS. Et lui aussi l'Inde. Parce que l'Inde, au moment où on se parle, a des problèmes sérieux avec le Canada. Et avec ça, le Canada lui-même ne peut rien, hein? Qu'on se le dise, hein? Qu'on se le dise. Le Canada, c'est comme un chihuahua. Vous connaissez le petit chien chihuahua? Ouais, c'est ça. Non, qui n'a même pas de dents. Imaginez-vous un chihuahua qui n'a même pas de dents. C'est le Canada. Donc, les pays là, en Occident, que vous entendez jacasser, dire n'importe quoi, ils comptent sur. Donc, Azak Otambola Liboso Akokobunda, mais Azota la Sima, ce qui est Amérique, Zana Simanae. Donc, c'est ça. Alors, comme jusque-là, l'Amérique n'a pas encore dit quoi que ce soit contre l'Inde, ça va bien pour l'Inde et ça va mal pour le Canada, parce que le Canada ne peut rien par lui-même. Or, les Américains voudraient voir le Canada fragilisé complètement parce que les Américains ont toujours cherché à annexer le Canada. D'ailleurs, je ne veux pas m'avancer sur les dates, mais je peux plutôt parler en époque. De l'époque où, juste après la guerre qui opposait les Anglais aux Américains, et que les Russes sont venus des Américains, et que les Américains ont battu les Anglais,
Alors, ils ont utilisé les Canadiens ont franchi, sont allés jusqu'à Washington pour brûler la Maison Blanche. Avant, ce n'était pas blanc. Alors, comme la maison était brûlée et que c'était de la fumée, des cendres partout, on l'a peinturée en blanc pour cacher toutes ces brûlures, ces fumées. Et à partir de ce moment qu'on a commencé à l'appeler Maison Blanche. Avant, ce n'était pas appelé comme ça. Alors, les Américains ont voulu annexer le Canada. À partir de ce temps-là, on dit il faut annexer ce pays-là. Mais ils se sont dit, ce n'est pas facile. Parce que c'est un pays qui est encore sous le joug, et aujourd'hui, nous sommes encore sous le joug de la couronne de l'Angleterre, parce que c'est le roi, le roi Charles III, qui est notre roi au Canada. Donc c'est lui le chef des armées ici chez nous. Alors, ils se sont dit, qu'est-ce que nous devons faire? On va faire signer des traités de libre-échange. Oui, libre-échange. Car, pour les Américains, libre-échange égale annexion sans échange de feu. Car toutes les décisions que nous, on prend ici au Canada, doivent être acceptées à Washington. Sinon, ça ne marche pas. Le Canada ne fait rien sans que Washington accepte. Je me rappelle qui c'est quand Stephen Harper, non, quand Obama prend le pouvoir aux États-Unis, quand Obama a pris le pouvoir aux États-Unis, il a mis des sanctions sévères contre le bois d'œuvre, parce que c'est nous qui exportons du bois d'œuvre, donc du bois artisanal, aux États-Unis. Alors, il a mis des sanctions incroyablement difficiles sur l'industrie du bois d'œuvre au Canada et notre économie a fait une chute libre. Le Canada a couru vite pour aller se mettre à genoux afin d'amadouer Obama. Obama, en ce moment-là, a dit que si le Canada continue comme ça, il va refaire naître les anciens articles qui étaient décidés par les Américains afin d'annexer le Canada. Le premier ministre Stephen Harper du Canada ne pouvait pas le prendre facile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé un défilé militaire incroyable au Canada. Et nous avons porté des insignes 1812. Je pense que j'ai encore mon insigne de 1812. 1812, c'est quand les Canadiens avaient envahi et battu les Américains. Et c'était pour rappeler aux Américains, de la même manière qu'on vous avait battu en ce temps-là, on est encore capable de vous battre. Je comprends, c'était juste... moninga fingio yo pe zongi kaka. Non, moninga intimidé yo pe intimidé comme moi. Mais nous ne faisons pas le poids. Pas du tout. Ce n'est pas pour autant dire que les Américains, s'ils s'est décidé d'envahir le Canada, qu'ils vont marcher sur le Canada comme un couteau chaud dans du beurre. Non. Parce que le Canada a la technologie nucléaire. Nous l'avions démantelé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remonter le tout. On remonte le tout. On s'échange de vrais taloches avec les Américains. L'armée canadienne, comparée à l'armée américaine, est mieux formée. Et ça, je ne blague pas. Le soldat canadien est mieux formé que le soldat américain. Un soldat canadien, quel qu'il soit, je vais prendre l'exemple, ok. Si au Canada,
on te forme comme spécialiste de tir d'armes de défense de section, comme la C6. On va te former sur la C6, on te forme sur la C9, qui est comme la C6 aussi, mais elle est plus légère, est moins puissante, mais c'est une mitrailleuse aussi très très puissante. On va te former sur la C8, on va te former sur toutes les armes que nous utilisons. Mais les Américains, dans leur armée, si on va te former sur le lance-roquettes, tu ne feras que ça. Si on va te former sur cette arme de défense de section, la C6, on ne te forme que sur la C6, rien d'autre. Ce qu'au combat là, quand le spécialiste de la C6 tombe au combat, il n'y a personne à côté qui peut prendre son arme. Si c'est quelqu'un d'autre qui est formé sur la C6 qui peut venir maintenant de très loin. On a eu ça en Afghanistan comme preuve. Le gunner, donc le mitrailleur, le gars qui manipule l'arme, a mangé une balle en plein fond. Là, il est tombé. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de nourrir l'arme. L'arme a un baril là, comme une boîte dans laquelle il y a les munitions qui sont sur les chaînes. Mais ça arrive aussi qu'il y ait des chaînes supplémentaires qui sont là, que quand le baril s'épuise, on n'a pas vraiment le temps de commencer à remplir encore notre baril. On veut se prendre les chaînes, on les met sur l'arme et ça tire. Mais les Américains, il y a un qui le fait, qui va nourrir l'arme de la chaîne de balles, et l'autre qui tire. Seulement, oui, il faut reconnaître que quand un Américain est spécialiste de cette arme-là, il la manie d'une manière impeccable, parce qu'il ne fait que ça. Seulement, il ne connaît que cela, il ne peut rien faire d'autre. Alors, le gunner, celui qui tirait, le tireur, a mangé une balle en plein fond, il est tombé. Celui qui était à côté de lui, là, qui est en train de nourrir l'arme, ne pouvait pas se comporter comme un soldat canadien. Moi, je tombe, celui qui est à côté de moi va bondir sur l'arme et il continue à la manipuler de la même manière que moi. C'est comme ça que dans l'armée canadienne, nous sommes formés, surtout. Mais chez les Américains, non. Alors, le gars qui était à côté du gunner américain a commencé à appeler dans sa radio. Gunner down. Vous vous rendez compte? Alors, on devait envoyer un autre gunner, un autre tireur, qui vient de ramper. Vous vous rendez compte? Traverser le feu, l'ennemi, pour atteindre l'arme afin de commencer à tirer. Parce que le couillon qui était à côté n'est pas formé pour le faire. Ce n'est pas le cas chez les Canadiens. Vous savez, vous étonnez, vous allez voir quelqu'un de logistique qui sait faire de son en rappel en hélicoptère, sur la corde, un hélicoptère comme un commando, qui sait tirer avec toutes les armes utilisées par les forces spéciales. Peut-être qu'il ne va pas le faire aussi bien que quelqu'un qu'un militaire de force spéciale qui ne fait que ça chaque jour, à journée longue, mais il va le faire. Il va utiliser n'importe quelle arme, lance-roquette. Il va utiliser les autres. Partout, il va faire. Mais pas un Canadien, pas un Américain. Le Canadien, oui, il peut. Alors, nous sommes formés très bien. Et d'ailleurs, les Américains viennent tout le temps. Moi, je les voyais sur notre base à Valcartier, venir s'entraîner. Ils viennent pour être formés par les Canadiens. Là, à la base de Valcartier. Que ce soit pour des formations spéciales comme une guerre hivernale, parce que nous, on s'entraîne beaucoup dans le froid, dans des froids incroyablement difficiles à supporter pour le corps. Imaginez-vous votre frère. Je suis né au Congo. J'ai vécu où il faisait chaud. Je suis passé par l'Afrique du Sud, où il faisait chaud. Je me retrouve au Canada, dans l'armée canadienne. Et je suis dans le Nord, en train de m'entraîner là-bas. Moins 30, moins 40.
Mais quand le vent souffle, les températures chutent encore. Vous avez la sensation de moins 50 et plus. Mais vous vous entraînez. Vous faites tout. Et moi, je le fais. C'est difficile. Je porte des mitaines. On est bien équipés. Tu vois, les autres peuvent sortir leurs mitaines pendant 5-10 minutes. Mais moi, je ne peux pas. Hein. Je les garde. Je me connais. Je sais que mon corps n'est pas comme cela. Mais je dois faire mon travail. Je me protège et je le fais. Les Américains viennent pour ces entraînements-là. Et tant d'autres. Parce que nous sommes les vrais. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo comment nous, on était 2500 par rotation en Afghanistan. Sur les 2500, il y avait 500 seulement hommes d'assaut et d'autres de logistique. Hein. Logistique et d'autres civils. Mais vraiment, on était seulement 500 d'assaut. Et on a pu maîtriser, pendant qu'on avait le commandement, on a pu maîtriser les talibans. Et on n'a pas eu tous les problèmes que les Américains ont eu quand ils ont pris le commandement de nos mains, ils étaient 40 000. Avec plus de 20 000 hommes d'assaut. Et ils en ont arraché, mais pas à peu près. Ils en ont eu de problèmes, les autres. Je passe. Alors, on est en train de parler de tout et de rien pour vous dire ce qui est en train de venir maintenant. L'OTAN que je croyais qui pouvait faire quelque chose et qui n'a pas pu vaincre l'armée russe qui n'était pas préparée à mener cette guerre qu'elle a eu à mener vite, parce que c'était trop tard, sinon la Russie se faisait dépecer en morceaux. Alors, vous comprenez que l'OTAN ne pourra pas affronter une armée russe qui vient de faire ces 2 ans de combat acharné contre l'Occident au complet et les amis et alliés de l'Occident. Et cette armée russe sera ensemble avec une armée chinoise, indienne, sud-africaine. Je ne sais pas si les 2 autres qui viennent de l'OTAN vont se joindre à cette branche armée. Ce sont des choses qui vont venir. Mais dans l'immédiat, nous savons d'abord la Corée du Nord, son armée sera là-dedans, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, et peut-être le Brésil. Donc, l'OTAN va être là encore, mais ce ne sera plus l'OTAN que nous avons connu, qui écrasait tout sur son chemin. Évidemment, Azako Beta Banamike. Ce qui m'a dit c'est Bukinga Mbanga. Est-ce que c'est vanté qu'à Bukinga Moto? Il faut qu'il affronte les Knox Lewis pour qu'il dise cela. Un instant, s'il vous plaît. C'est cela. Donc, le BRICS a fini aujourd'hui le sommet et c'était là les grandes lignes de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et maintenant, voyons au fur et à mesure, vous allez voir maintenant l'évolution. Ne fermez pas l'œil, ne soyez pas distraits. J'espère que notre République démocratique du Congo va comprendre les choses. J'espère que seulement les choses sont en train de se faire dans le noir, sous l'ombre, car on risque de manger une maudite surprise. Les Occidentaux sont habitués à prendre et non pas à négocier, à arracher et non pas à se faire offrir. Dès que nous mettons un pas vers le BRICS, l'hécatombe tombe. Et c'est à nous d'être prêts.
J'espère que nous sommes prêts. J'espère que les choses sont en train de se faire dans les coulisses. Mais voyons donc, regardez. Vous savez pourquoi le Rwanda est en train d'avancer comme il avance, par exemple? Le Rwanda a des images. Le Rwanda a des coordonnées satellitaires et des intelligences militaires américaines, françaises, de partout. Nous n'avons rien. Atteint même à 10 km, ce qui se passe, nous n'avons pas. Le Rwanda est en train d'avancer à cause de tout ça. Et le Rwanda, je dis, le Rwanda, ce n'est pas le petit Rwanda, c'est tout. Le mouvement. Mais si nous aussi, on avait des gens qui pouvaient avoir des yeux d'en haut pour nous et des yeux en bas pour nous, mais on n'allait pas subir ce qu'on est en train de subir là comme humiliation. Je continue à dire, mon île Idjui, île Idjui Bandeko, c'est tellement stratégique. Si on allait renforcer, mettre vraiment une équipe, on met juste une petite base avancée là-bas, avec tout ce qu'il faut pour surveiller les eaux de toutes parts, parce que l'île Idjui est en hauteur, c'est en haute altitude. Je vous assure que ça ne va pas changer la situation du jour au lendemain comme ça, mais ça va balancer les choses. Mais dans quelle langue nous devons parler? Les gens d'Idjui, au fil des années, on leur a forcé d'aller voter au Rwanda. Pour voter, ils doivent avoir les papiers d'identité du Rwanda, non? Ce que d'office, quand vous avez du papier d'un pays, le papier d'identité d'un pays, vous êtes citoyen de ce pays-là. Ce que le Rwanda a déjà annexé dans les faits, de facto, si vous voulez, pour être plus sophistiqué, là, de facto. Dans les faits, le Rwanda a annexé le Kivu et mon Idjui à moi. Je comprends pourquoi les gens là-bas ne parlent pas du Rwanda. Ils sont même, ils semblent être heureux. Ils ne savent pas ce qui leur va arriver. Ce sera une tragédie qui va leur arriver. Regardez ce qui arrive aux Palestiniens. Vous savez que ce qui est arrivé aux Palestiniens a commencé exactement comme ça a commencé en République démocratique du Congo. On a envoyé des réfugiés. Les années 60, ils sont arrivés. On les a mis par-ci, par-là. On les a mis par-là. Mobutu zoba zondi makaka bongo. Oh, kendo tia bango, tia bango na police, tia bango na armée, tia bango na présidence. Pesaye. Direction ya présidence. Apesiye direction ya présidence. Munyarwanda, Bisengimana. Oh, Bisengimana, il est d'Idjui. Il n'est pas d'Idjui. C'est un Rwandais du Rwanda. Seulement, on a demandé aux autorités d'Idjui de l'accepter. On a exigé ça. Pendant les recensements de 1982, quand on a fait des recensements, avant les élections, on a exigé de recenser tous les Rwandais qui étaient là. Et d'autres venaient en masse du Rwanda. On leur a donné la citoyenneté congolaise, zaïroise. Ils sont là en masse. Je me rappelle le commissaire de zone qui fut là.
lui, il ne trouvait pas ça normal. Il a un peu résisté. En ce moment-là, c'était Vunduwawe Tepemako, qui était ministre de l'Intérieur, qui sera suivi par Mwando Nsimba, je pense. Mais c'était Vunduwawe Tepemako. Atinda Kamoto Balobi, Okokota Boloko, et ta carrière va finir. Tu fais ce qu'on te demande de faire. J'étais tout petit, j'étais jeune, je ne savais pas, je l'ai su avec le temps. Parce que les personnes qui travaillaient à ce moment-là me l'ont dit. Maintenant qu'ils sont vieux, et je suis maintenant aussi moi aussi vieux, on en a parlé, ils me l'ont dit. Ils disent, c'est nous, oui, c'est nous qui étions chargés de recensement. Oui, le commissaire des zones avait refusé, on est venu le lui imposer. On lui a dit, Okokota Boloko, et ta carrière va arrêter là. Qui ne veut pas nourrir sa famille, il a cédé. Banyarwanda Bote, et même d'autres qui venaient du Rwanda fraîchement, déjà qui venaient d'Ouganda. Tu te rappelles quand on a renversé Milton Obote et qu'il y a eu beaucoup d'Ougandais qui sont venus chez nous. Je me rappelle de deux qui nous enseignaient anglais. Il y avait Charles Bassisi et Ponciano Grant Ramchana qui nous enseignaient. Ce sont des gens qui étaient dans le gouvernement de Milton Obote, qui sont venus. Et il y avait beaucoup d'Ougandais aussi. Tous. On leur a donné la c'est ndio maana tuko na bale batu yote ba Uganda bengine beko pale kwetu bale banakamata ma arme mko wanasema on ba Congolais. C'est des Ougandais. Ceux qui sont dans l'AFC là-bas là. Et les autres. Que vous avez gardé mba musubu pesanga mokutu bazaki ba président ya CENI. Avoir su. Mobutu le savait certainement, mais il voulait garder son pouvoir. Il le savait, il n'est pas bête. C'est pour ça que quand vous avez entendu Mobutu dire, hein, avant moi c'était le chaos, après moi sera le déluge, il savait de quoi il parlait. Il savait ce qu'il nous avait fait, lui. Il nous a laissés dans la merde. Et quand on nous dit, oh, Mobutu avait pacifié le pays, Mobutu n'avait pas pacifié le pays. Il avait acheté la paix. En mettant les Rwandais, les Ougandais, les Gabonais, les Centrafricains, les Togolais partout, dans tous les postes. Il suffisait qu'un Togolais vienne en parler Ngwandi, il est Mungwandi. Parce que ce sont des langues qui se parlent en Équateur et de l'autre côté dans ces pays-là. Il vient de Centrafrique en parlant Ngwandi, il est Ngwandi. Pendant qu'on les acceptait tous. Mobutu a acheté la paix comme ça. Et ainsi, il est resté au pouvoir très longtemps d'ailleurs. Vous vous rappelez que lui et Eyadema, ils étaient dans le village, au Togo. Quand ils nous ont dit à la télé Zaïre, j'étais encore tout petit, je me rappelle comme si c'était hier. On nous l'a montré avec le Eyadema. Ils sont au village natal, dans leur village natal, aux deux là-bas, là. Ils nous ont dit ça. Mais nous étions tellement endormis que personne n'a tiré. Et s'il y a des gens qui ont pigé, mais ils se sont tus. Parce que du temps de Mobutu, il était bon de parler, mais meilleur de se taire. Ils se sont tus. Mais aujourd'hui que nous sommes vieux, nous nous rappelons. Parce qu'en ce temps-là, nous avions de bonnes mémoires. On n'avait pas les mémoires que les enfants d'aujourd'hui ont. Ils oublient ce qui se passe hier. Mais nous, on se rappelle ce qui se passait quand on était tout petit. Aujourd'hui, nous sommes vieux. Bon, vieux. On ne l'est pas, mais nous sommes vieux par rapport à eux. On se rappelle tout. C'est Mobutu qui nous a fait ça. Et Mobutu avait pris le pouvoir, parlait de ces gens-là, parce qu'il voulait qu'ils puissent mettre leur plan à eux. Et il a fait. Il a zigouillé Lumumba avec les Mpolo et les autres. Il a tué tout ce monde-là parce qu'on le lui avait demandé.
Ils ont laissé le vieux Kassavou pourrir là. Il est mort par manque de soins. Oui, on va faire, oh, Lumumba, le héros national. Vous l'avez tué, vous faites de lui héros national. Il fallait nous laisser, nous, le faire. Et non pas, toi, tu le tues, et puis tu fais de lui héros national. Mais tu ne le célèbres jamais. Tu ne fais rien pour lui, un héros national du pays. Tu ne fais rien dans son village natal, rien du tout. Le héros national, s'il est vraiment héros, toi, tu l'as tué. Oh, bon, je suis allé partout parce que j'ai parlé de notre pays, que aujourd'hui, nous n'avons pas droit à l'erreur. Je sais que Fatih regarde en arrière, il se rappelle, quand le Lumumba a été mal pris, il a couru chez les soviétiques, mais c'était trop tard. Il a attendu, il s'est battu tout seul, ça ne fonctionnait pas, et puis il est allé maintenant chez les soviétiques, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Chilombo, tu veux attendre que ce soit trop tard? Parce que, hein, nous courons après le temps. Nous courons après le temps. Et il n'est pas de notre côté. Le temps n'est pas de notre côté du tout. Si nous ne parvenons pas à vous laisser longtemps au pouvoir pour que vous puissiez continuer ce travail, donc votre mandat devrait arrêter dans 3 ans, 4 ans. Et ce sera fini. Vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui va aider le pays? Non. Vous êtes notre dernier rempart, Papa Chilombo. S'il vous plaît. Tous les autres pays ont fait la demande. Tous les autres pays l'ont fait expressément. L'Éthiopie a été acceptée. Oui, l'Éthiopie est déjà avancée. Mais c'est parce que l'Éthiopie s'était décidée, il a choisi son cas, il a choisi les Chinois et il a travaillé avec les Chinois. Regarde, on a fait beaucoup de problèmes aux Éthiopiens. Mais les Chinois les ont soutenus. Mordicus. Et ils s'en sont sortis. Regarde l'Éthiopie. C'est jour et nuit. Hein. Il n'y a pas longtemps, on voyait les Éthiopiens venir chez nous comme réfugiés. Ils étaient dans les rues de Kinshasa et demain dans les rues, vous vous rappelez? Bakonda Kiboïbaya Kokonda. Vous vous rappelez? On les voyait là-bas. On riait d'eux. Est-ce que nous allons rire encore aujourd'hui? Non. Bandimi Éthiopie. Bandimi Égypte. Ghana esengi. Bapenyo sezo senga. Biso biso tokosenga te. Biso tolingi ka. Bon, bolingi nini? Mobala boyo mama. Mobala azokende pa ya mbanda na o pembeni kaka pembeni wana. Banda si akote ya ndako azwi kutu 2 chambres ya ndako wana akomi kolalisa bana na ye moko. Biloko ya bino ya mpale akomi kodame yango. Et tu es toujours dans la même maison. Tala yo moko basi babomi yo misu mibale. Lito imoko bakati. Ozana ba cicatrice partout. Ya bitumba mobali. Kobeta mande tinyoka. On dit meka mobali wana. Ozoka obondela ye. Mama bima. Pendant que tu peux encore respirer. Kende. À bon entendeur. Salut. Merci d'avoir été là, très cher conspiré. Et vive le conspiratorium. Nous allons continuer à soutenir le président Tshisekedi du mieux que nous le pouvons. Voilà.